Salut Joseph, alors quoi de Salut neuf Geoffroy. au jardin de Sotteville-les-Rouen? La dernière vidéo qu'on avait faite ensemble, c'était en 2016, donc tu vois, ça a bien évolué quand même. Et c'est un peu l'enjeu de cette vidéo, c'était de montrer quelles ont été les évolutions dans le jardin ces dernières années, ce qui a marché, et puis aussi les difficultés que j'ai pu rencontrer hein, en lien avec des choix passés que j'ai pu faire dans le jardin. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu de la vidéo. Mais peut-être que, avant de commencer, je peux juste rappeler en quelques mots quelles sont les grandes caractéristiques de ce jardin. C'est un tout petit jardin de ville, hein, donc situé à côté de Rouen, jardin urbain qui fait 150 mètres carrés dans toutes ses dimensions, avec le plein sud ici, donc c'est un jardin très bien exposé. Euh, Rappelle-toi, les surfaces cultivées de ce jardin, c'est pas énorme, hein, c'est environ 50 mètres carrés cultivés. 35 mètres carrés de potager, environ 15 mètres carrés de fruitiers. Euh, et lorsqu'on est arrivé ici avec ma compagne en 2011, il y avait, pour ainsi dire, quasiment rien dans le jardin. Il y avait 3 places de stationnement, il y avait 2 haies de tuyas et puis un vieux cabanon de jardin. On a tout enlevé. Donc tout ça pour te rappeler qu'on est parti d'un jardin très dégradé en termes de biodiversité évidemment. Et nos objectifs à l'époque, nos ambitions en tout cas, elles étaient multiples. Il y avait déjà pour objectif de créer un jardin productif, très productif si possible, en tout cas qui puisse nous nourrir pour 2 personnes en légumes sur l'ensemble de l'année. Ça c'était le premier objectif. On avait un objectif aussi d'accueil de la biodiversité, et évidemment ça va de soi. On avait un objectif d'autonomie du jardin, autonomie dans le sens où l'enjeu était de réussir à faire en sorte que rien ne sorte et rien ne rentre dans ce jardin, tant que possible. Voilà. Alors sur cette question de l'autonomie, je ne suis pas mécontent de là où on en est arrivé. L'autonomie en plan potager, elle est totale, je fais tous mes plans. L'autonomie en paillage est aujourd'hui totale, c'est-à-dire que j'ai installé sur le jardin des végétaux producteurs de biomasse qui me couvrent mon besoin en paillage. L'autonomie en graines, je ne l'ai pas complètement, je récupère quelques graines, mais finalement il y a quand même encore là quelques graines qui rentrent. L'autonomie en eau aussi, dont on peut penser. Alors j'ai environ 3 semaines de réserve d'eau pour le jardin sur le terrain, entre une cuve extérieure que tu vois ici et puis une cuve enterrée qui est un peu plus loin dans le jardin. Ces 3 semaines d'autonomie en eau, c'est globalement suffisant à peu près tous les étés. Maintenant, je ne te cache pas qu'il y a des étés passés ces dernières années qui ont été très secs, pour lesquels j'ai dû faire appel à l'eau du réseau. Donc l'autonomie n'est pas totale sur la question de l'eau, mais on n'est pas loin d'une autonomie quand même pour le jardin. Euh, donc voilà un petit peu pour les objectifs de l'époque qui sont globalement aujourd'hui assez remplis. Alors, dans les évolutions assez importantes du jardin ces dernières années, il y a la plantation de fruitiers haute tige. Hein, tu les avais pas vus la dernière fois. C'est vrai que ce prunier-là est relativement récent. Le prunier d'à côté également. Ces hautes tiges, pour moi, ils ont 2 objectifs. Déjà, répondre au fait que c'est le gros cagnard de plus en plus chaque été sur le jardin et que je voulais à tout prix créer un espace d'ombre. Et deuxièmement, je me suis rendu compte qu'il y avait des populations d'oiseaux qui sont par exemple présents au Jardin des Plantes, qui est à 300 mètres d'ici, typiquement un pinson des arbres, qui sont très représentés au Jardin des Plantes, qu'on ne voit jamais dans le quartier, dans le jardin, parce qu'en fait, il n'y a pas de grands arbres. Dans le quartier, il n'y a pas de grands arbres, on n'est que sur du bosquet, et par ailleurs, il y a beaucoup de chats dans le quartier. Et donc, je pense que peut-être en redonnant de la verticalité et de la hauteur, en replantant des arbres haute tige, peut-être que ça peut permettre à certaines populations d'oiseaux de venir se réimplanter au jardin. On verra à l'avenir comment ça évolue. Le fait d'avoir replanté des fruitiers haute tige au jardin, ça a eu aussi pour conséquence de me demander de réorganiser la question du légume. Je t'explique pourquoi. Par le passé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des légumes plantés un peu partout au jardin. J'avais des légumes là sur cette plate-bande là, j'avais des légumes sur la plate-bande devant la maison, il y en avait vraiment partout au jardin. Sauf que avec les années, on voit bien, les fruitiers se sont développés. Tu vois, ce prunier là, son réseau racinaire, il se développe à plusieurs mètres autour de la couronne. Et dans le contexte de sol sableux qui est le mien ici, on voit bien que il y a maintenant une concurrence évidente à la lumière et une concurrence racinaire, évidemment très en faveur des fruitiers, au détriment des légumes. Et donc des zones de culture comme celle-ci,
qui étaient par le passé des zones très productives pour les tomates par exemple, je ne peux plus y cultiver. Ça devient complètement impossible, il y a une concurrence racinaire beaucoup trop puissante du figuier qui est à côté, du prunier, etc. Donc tout ça, ça m'a demandé en fait de recentraliser la production potagère entre le potager, la serre et les pots. C'est tout. J'ai enlevé tous les autres légumes du jardin. Donc le fait d'enlever tous ces petits espaces de culture de légumes partout dans le jardin, ça m'a donné des zones de vide dans lesquelles j'ai remis de la fleur vivace, de la fleur qui résiste à la sécheresse, avec pour objectif que le fleurissement du jardin me demande le moins de temps possible. Et puis, la deuxième chose que ce recentrage du potager entre potager, serre et pot a permis, c'est que ça m'a autorisé à installer l'arrosage automatique. Le potager étant recentré sur une zone unique, quasiment, j'ai installé de l'aspersion sur le potager, j'ai installé du goutte à goutte dans la serre et des goutteurs dans les pots qui sont sur la terrasse. Ça, clairement, au-delà de me dégager beaucoup de temps, parce que ça devenait vraiment une corvée que d'arroser quotidiennement. Je te rappelle qu'ici, sur cette ville, on a un sol très sableux, hein, donc qui ne retient pas du tout l'eau. Donc c'est vraiment un arrosage quasiment quotidien de certaines cultures. C'est vrai que cet arrosage automatique a aussi permis clairement une meilleure productivité du potager. J'ai vraiment vu la différence depuis que l'arrosage automatisé est installé dans la régularité de production du potager. Ça a tout changé. Voilà. Donc voilà en gros les grandes évolutions. Et pour finir sur les évolutions, en particulier ici au verger, je me rends compte que il y a une évolution dans la typologie des temps que je passe au jardin. C'est-à-dire que par le passé, je passais beaucoup de temps à m'occuper du potager et assez peu des fruitiers. Parce que les fruitiers étaient jeunes et demandaient peu de temps d'entretien. Et en fait, je vois bien que c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que le potager me prend de moins en moins de temps parce que j'ai acquis une technicité qui me permet d'aller vite à mettre en œuvre mes cultures au potager. Par contre, je passe de plus en plus de temps à m'occuper des fruitiers parce que c'est beaucoup de taille. Les fruitiers sont très vigoureux, donc il faut les tailler par rapport au voisinage, par rapport au fil électrique, etc. C'est beaucoup de protection des fruits, parce qu'il y a des problématiques d'oiseaux assez nombreuses dans le quartier où je dois protéger les fruits, de faire de l'ensachage sur les pommes, sur les figues, etc. C'est parfois des traitements préventifs en début de saison. Enfin, donc vraiment, il y a un temps passé sur la gestion fruitière qui est en augmentation, alors même que le temps passé sur la gestion potagère, lui, est en diminution. Il y a aussi un enjeu à l'échelle du quartier, un enjeu qui dépasse le simple cadre de mon jardin. Euh, Par exemple, je vois bien que les deux fruitiers, les deux pruniers aux tiges qui sont là, récupèrent à peu près tous les oiseaux du quartier qui viennent manger les fruits ou les jeunes feuilles en début de saison. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des populations d'oiseaux importantes dans le coin, mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres dans le quartier. Il n'y a pas de grands arbres en tout cas. Et donc ça, finalement, cette pauvreté en arbres fruitiers dans le quartier fait que eh bien, les quelques-uns que j'ai installés dans le jardin concentrent un petit peu les populations d'oiseaux. Et donc j'ai régulièrement des étourneaux sansonnets ou des moineaux qui viennent par dizaines. Et donc il y a vraiment une difficulté importante à avoir des fruits si on ne les protège pas, en particulier par de l'ensachage. Au niveau des variétés fruitières, donc on est parti sur un petit pommier Reine des Rainettes, je crois. Non, celui-ci c'est un cox orange pour le coup, Oui. parce que c'est une pomme très qualitative au couteau que j'aime beaucoup. Ce prunier là c'est un quetch, donc voilà des prunes assez fermes. Et à l'inverse, celui derrière moi c'est un Reine Claude, voilà une prune beaucoup plus juteuse, très sucrée. Donc deux variétés je trouve qui se complètent bien à la fois dans les saveurs et à la fois dans les périodes de production. Les pruniers, non, ça donne bien en Normandie. Le seul problème assez courant, c'est le vert de la prune, mais bon, voilà, on fait avec comme pour les pommes finalement. Alors, je te disais précédemment que, et on le voit d'ailleurs, hein, les fruitiers se sont vraiment très largement développés. Ça peut poser problème, hein, ça pose problème déjà par rapport au voisinage. On voit, hein, tu vois, là, par exemple, le figuier qui déborde en permanence chez la voisine, les haies, les vignes qui montent dans la gouttière. Donc, ça me demande un temps de taille astronomique. Quasiment toutes les semaines, il faut que je vienne tailler, contraindre pour que le végétal reste dans ma limite de propriété, si tu veux. Donc ça devient quand même relativement fastidieux.
Et je l'ai peut-être pas assez anticipé cet aspect-là lorsque j'ai planté les arbres fruitiers. Et si c'était à refaire, tu vois, je pense que j'essaierais vraiment de m'écarter un peu plus de mes limites de propriété au moment de la plantation. Euh, Parmi les difficultés donc, que j'ai rencontrées, on voit que cette haie là, elle est vraiment en proximité du potager. Et de la même manière, de ce côté-ci, le figuier est planté à allez, 50 centimètres de la partie potagère. Alors, pendant des années, ça n'a pas posé de problème. La production du potager ne souffrait pas de la présence du figuier d'un côté et de la haie de l'autre. Mais depuis quelques années déjà, j'ai une concurrence racinaire complètement déloyale en surface du potager parce que le figuier, en particulier, projette ses racines juste sous la surface du potager. Alors, il y a 4 ans de ça, j'ai creusé des tranchées de part et d'autre, là-bas, au pied du figuier et au pied de la haie. On a installé un anti-racine sur 50 centimètres de profondeur. Ça a permis de résoudre le problème durant 2 à 3 ans, mais dès la troisième année, le figuier est passé sous l'antiracine, il est remonté dans le potager, et donc finalement le problème est à nouveau présent. Je suis quasiment certain que dans les années à venir, si je veux pouvoir conserver une production potagère ici qui soit correcte, je vais devoir supprimer ce figuier qui est magnifique certes, mais qui devient vraiment trop concurrentiel par rapport à la présence des légumes. Voilà. Euh, un autre petit enseignement concerne l'organisation du potager. Tu te rappelles, j'avais fait le choix d'organiser le potager en planches de culture que tu vois là, tout identique, de 2 mètres de long sur 50 centimètres de large, avec des planches de bois comme passe-pied. Hein. Alors évidemment, ça a été fait dans l'objectif d'optimiser au maximum l'espace. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'au quotidien, circuler comme un équilibriste tous les jours sur des planches de bois qui font 10 centimètres de large, c'est quand même extrêmement pénible. Donc, je suis en train de repenser un petit peu les choses et je pense que ici, là, je vais remplacer cette planche de culture-là par une allée digne de ce nom, une allée qui fasse au moins 40 ou 50 centimètres de large pour me faciliter l'accès aux différentes planches potagères qui seraient donc perpendiculaires à cette allée centrale. Parce que, en particulier en été, dès que les feuillages des légumes sont un peu exubérants, ça recouvre les planches de bois et ça complique vraiment la circulation dans le potager. Voilà. Pour les grandes évolutions sur cette zone-là du jardin. Par rapport aux cultures verticales en 2016, peux-tu nous en dire un peu plus comment ça a évolué? Bah, les cultures verticales, ça a toujours été un gros enjeu hein, dans ce jardin, à la fois pour les cultures fruitières que pour les cultures légumières. C'est sûr que sur les cultures fruitières, tu vois bien que les végétaux se sont quand même bien développés en quelques années. Hein. Là, j'ai le kiwi qui est une super variété Bruno là, qui commence à bien donner. Euh, Ici, on a un pied de kiwi femelle qui s'est aussi bien développé. Alors malheureusement, entre-temps, j'ai perdu un des deux pieds qui était sur la pergola. Mais c'est vrai que les cultures fruitières verticales se sont quand même beaucoup densifiées. J'ai les vignes sur la maison qui ont pris beaucoup d'ampleur. Derrière toi, j'ai le kiwi, qui est également une variété que j'aime beaucoup, qui s'est vraiment bien développée sur le toit du petit bâtiment. Donc on commence à avoir une densité de végétaux fruitiers qui s'épanouissent à la verticale, qui est assez intéressant. Alors sur cette zone-là, tu te rappelles, c'est une place de stationnement hein, qui n'est pas utilisée. Euh, et il n'y a pas eu tant d'évolution que ça en fait finalement ici. Ce qu'on constate, c'est simplement que les végétaux que j'ai mis contre le mur ici se sont bien développés. Hein, donc c'est vigne, mûrier grimpant, à nouveau une vigne et un framboisier grimpant. Donc ça fait quand même 4 végétaux assez productifs qui montent sur le mur, qui se sont bien développés, qui sont très productifs. Et puis sur cette zone-là, alors là c'est une zone un petit peu plus sauvage, qui est assumée d'ailleurs sauvage, c'est-à-dire que j'ai fait le choix sur la bande centrale enherbée là, que tu vois ici, de ne jamais intervenir. Donc ça fait maintenant peut-être 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, j'ai noté, mais qu'il n'y a pas eu une seule intervention, c'est-à-dire même pas de tonte ni de fauche. C'est vraiment pour voir comment évolue la végétation sur cette zone. Et pour moi c'est l'occasion de me faire
des points d'observation de la faune et de la flore qui sont assez intéressants. Et puis, on voit aussi que là, l'été, j'y mets des courges. En fait, les courges, elles sont plantées au bord de la serre pour pouvoir profiter de l'arrosage automatisé qui a lieu à l'intérieur de la serre. Et simplement, je les fais courir sur la place de parking parce que j'ai de l'espace à cet endroit-là. Au niveau de la mare, il n'y a pas eu d'évolution majeure depuis la dernière vidéo. À la seule chose que la végétation a explosé. Tu le vois, hein, les premières années, les végétaux que j'ai mis en pot se sont développés mais doucement. Et là, les pots ont complètement explosé et la végétation est exubérante. Donc tous les ans, il faut que je fasse, que j'enlève une partie des végétaux de la mare pour redonner un peu de l'accès à l'eau, enlever de la végétation. Et alors, la seule chose, si c'était à refaire, déjà je choisirais un autre type de bâche, parce que j'ai pris de la bâche PVC à l'époque et elle est craquelée, donc la mare ne tient plus complètement l'eau. Je prendrais plus une bâche EPDM, qui est une bâche certes plus chère à l'achat, mais plus résistante dans le temps et plus souple. Après, on voit aussi que j'habite en ville et que, par exemple, je n'ai toujours pas d'amphibiens dans ma mare. Et ça, c'est lié au fait que les corridors écologiques sont complètement entrecoupés. Entre mon jardin et celui des voisins, il y a des murs, et il y a des murs entre tous les jardins de la rue. Et ça, c'est entre guillemets assez dramatique parce que les amphibiens ne peuvent pas circuler librement entre les différents points d'eau du quartier. Et ce qui fait que, voilà, 12 ans après sa création, je n'ai toujours pas d'amphibiens dans la mare. Donc je vois bien que maintenant le travail, en fait, si vraiment je veux continuer à améliorer la biodiversité dans le jardin, le travail se situe au-delà de mon jardin. Il faudrait que j'aille travailler avec les voisins, ce que j'ai commencé à faire, pour envisager par exemple collectivement nous dire allez, faisons des corridors écologiques et recréons des petits passages sous nos clôtures, dans nos murs, pour permettre aux amphibiens ou aux hérissons par exemple de circuler librement.